millions d'emplois ont été créés dans le secteur agricole de 2012 à 2015 et les grossesses en milieu scolaire ont baissé de 25% ces 2 dernières années. C'est en substance ce qui ressort du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Un poste électrique sera mis en place bientôt à Akupé-Zedji. Les travaux de construction de ce poste vont prendre fin à la fin de l'année. Le projet coûte 15 milliards de francs CFA. Des experts font l'état des lieux de l'ensemble des actions de mise à niveau du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en place par la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur les conclusions de l'évaluation de ce dispositif dans ce journal-là. Scrutin municipal en Afrique du Sud, ces élections prennent des allures de test politique pour l'ANC, le parti au pouvoir, et pour le président Jacob Zuma, dont le second mandat est miné par les scandales de corruption. Madame, Monsieur, bonsoir. Le programme national d'investissement agricole et le plan de lutte contre les grossesses en milieu scolaire connaissent un franc succès. Le premier a permis la création de plus de 1 million d'emplois et le second a permis de faire chuter les grossesses en milieu scolaire de 25%. Le point des actions de ces 2 programmes a été fait lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Mahama Traoré, Awa Touré. Lancé en février 2014 par le gouvernement, le plan d'élimination des grossesses en milieu scolaire porte aujourd'hui ses fruits. 3 828 cas de grossesse enregistrés en 2015 contre 5 073 en 2013, soit une baisse de 25% de ce phénomène, obstacle à la scolarisation des jeunes filles. Le gouvernement entend maintenir le cap. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts de construction de collèges de proximité, de lycées de jeunes filles, ainsi que l'extension des cantines scolaires à l'enseignement secondaire en vue de réduire significativement la vulnérabilité des jeunes filles scolarisées. Il faut dire aussi qu'une attention particulière continuera d'être accordée à certaines régions du pays, notamment celles de Bandoukou, de Daloa, de Yamoussoukro et d'Abidjan, où une persistance du fléau est notée. Autre bilan dressé au cours de ce conseil, celui du PENIA, Programme national d'investissement agricole. Sur la période 2012-2015, ce programme a favorisé la création de 1 272 722 emplois directs et généré 5 662 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. Pour consolider ce bilan, l'exécutif ivoirien vient d'adopter une série de mesures. Le Conseil a donné son accord en vue de la mise en œuvre des mesures urgentes et des projets structurants, notamment la mise à la disposition de l'ONDR de 4 000 tonnes de semences de riz, l'appui à la production et à la mise sur le marché des produits maraîchers, du manioc, de la banane plantain, de l'igname, ainsi qu'une plateforme de commercialisation entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants des produits, du manioc, des autres produits d'ailleurs aussi. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre du Programme national de développement routier 2016-2025. Coût de ce programme, 3 360 milliards de francs CFA. Le Programme national de développement routier 2016-2025 a pour ambition la préservation du réseau bitumé existant, la remise à niveau et la poursuite de l'entretien du réseau de routes non revêtues, la poursuite du bitumage du réseau structurant ainsi que le développement du réseau autoroutier. Le programme prévoit un renforcement et une extension des voiries urbaines de la ville d'Abidjan ainsi que la construction de grands ouvrages d'art. Pour les villes de l'intérieur du pays, il est également prévu une extension du revêtement pour les chefs-lieux de district, pour les chefs-lieux de région et pour les chefs-lieux de département, avec dans chaque cas un kilométrage précis à bitumer. Au chapitre des projets de loi, le gouvernement a autorisé le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé en novembre 2008. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant nouveau régime juridique de la presse. Ce projet vise à adapter le cadre juridique de la presse aux exigences actuelles
liées à l'évolution du secteur. Il prend en particulier en compte les nouveaux médias, notamment ceux utilisant les technologies de l'information et de la communication, la diffusion par Internet, les réseaux téléphoniques, etc. Ce nouveau dispositif, par ailleurs, assouplit les conditions de création de l'entreprise de presse en Côte d'Ivoire et renforce la liberté de presse dans notre pays. Il exclut notamment la peine d'emprisonnement pour des faits qualifiés de délit de presse. Il prévoit notamment l'exclusion de la garde à vue et il prévoit également l'exclusion de la détention préventive quand il s'agit, je le précise bien, de délit de presse. Après plusieurs concertations entre l'État et les industriels, la phase de sensibilisation et de répression en vue du respect de la mesure d'interdiction des sachets devrait bientôt entrer dans sa phase active. Autre annonce faite à l'issue du Conseil des ministres, dont la prochaine réunion est annoncée pour le 31 août. Le poste électrique d'Akupé-Zenji sera opérationnel fin 2016. La première pierre de ce poste électrique a été posée par le chef du gouvernement. Il est destiné à l'alimentation électrique de la nouvelle zone industrielle de PK24. Le reportage de Herman Guivé. De l'électricité de qualité pour Akupé-Zenji, pour Atingé et autres villages environnants, mais surtout pour répondre à la forte demande en électricité du district d'Abidjan. C'est tout le sens de cet important projet porté par le gouvernement ivoirien pour un montant global d'environ 15 milliards de francs CFA. La cérémonie de pose de la première pierre du poste PK24 intervient après celle d'Anoumambo le 30 septembre 2014, d'Azito le 23 octobre 2014 et d'Agibi le 4 septembre 2015. Il s'agit de répondre à une demande forte tirée par une croissance économique qui sera fermée d'année en année depuis 2012. La construction du poste source 225 kV du PK24 est un signal fort de la capacité du secteur électrique à accompagner la dynamique économique en cours. Ça nous a pris 18 mois pour fabriquer tous les équipements pour être sur ce terrain. Le présent projet d'Akupé-Zenji est le 7e chantier de création et de renforcement des postes sources depuis 2011. Contre un seul sur la décennie précédente, ce qui illustre bien les ambitions actuelles de la Côte d'Ivoire de fournir de l'électricité très bonne qualité et à moindre coût à toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Les populations d'Akupé-Zenji sont heureuses d'accueillir sur leur terre ce poste de transformation électrique. Nous sommes contents, nous sommes fiers du président Alassane Ouattara que Dieu lui donne assez de force, assez de santé et assez d'argent pour qu'il continue de bâtir la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tous ces efforts entrepris répondent aux défis économiques et sociaux de la grande vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Sachez que les Marocains vivant en Côte d'Ivoire ont célébré la 17e commémoration de la cession du roi Mohamed VI du Maroc hier à l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire. Plusieurs diplomates accrédités dans le pays ont pris part à la cérémonie. Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement aussi. 35 chefs traditionnels du département de Sandégué ont été investis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a relevé l'importance de la préservation des traditions pour l'équilibre culturel de la nation. Il a ensuite exhorté les chefs traditionnels à faire preuve d'équité et de justice. Le reportage de Abou Sanogo. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a dit Mandougou, sous-préfecture relevant du département de Sandégué dans la région du Gontougou. Investir les 35 chefs traditionnels du département, remettre officiellement les locaux de la sous-préfecture de la localité, ce sont les principales raisons qui ont conduit le ministre d'État Ahmed Bakayoko dans cette grande localité. Remettant les arrêtés de nomination aux patriarches issus des 4 sous-préfectures que compte le département de Sandégué, Ahmed Bakayoko a relevé l'importance de la préservation des traditions. Il a ensuite exhorté les chefs traditionnels à faire preuve d'équité et de justice et à être à l'écoute et au service de leur population. C'est important que nous les jeunes, vos cadres, nous puissions
accorder une grande importance à vous, les chefs, gardiens de nos traditions, de notre racine. Car aujourd'hui, le monde est en compétition. Les civilisations sont dans un dialogue où l'Afrique doit apporter sa particularité, son message. Dans la localité de Bondia, dans le département de Tanda, plusieurs imams ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko et du ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani. Après Gondia, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur Amanvi, sous-préfecture du département de Tanda, également chef-lieu du royaume Bron, pour une rencontre avec le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjoumani, à la cour royale et tous les chefs de province. Kadebertin et Kakoubrou ont été réintégrés à la fonction publique un mois après leur retour d'exil. Ces deux membres du FPI pourront reprendre fonction dès demain. Lors de la cérémonie de remise des arrêtés de réintégration, les ministres Abina Pascal et Kone Marietou ont invité tous les autres exilés à rentrer au pays afin de faciliter leur réintégration. Sylvie Toury. Un précieux sésame qui ouvre à nouveau les portes de la fonction publique à l'ex-ministre Bertin Kadé, ainsi qu'à l'ex-sous-directeur de la garde côtière, Kakoubrou. Ils pourront reprendre la craie pour l'un en sa qualité d'enseignant-chercheur, avec en sus ses avantages d'ancien ministre, et pour l'autre, son galon d'officier de la police maritime, seulement un mois après leur retour d'exil. Cela traduit effectivement que le processus de la réconciliation nationale est en marche et est une réalité. Je voudrais exprimer ma grande joie aujourd'hui de me voir au niveau de mon ministère en tant que lieutenant-colonel qui bientôt va prendre fonction et servir son pays en toute humilité, dans un esprit républicain et de façon loyale. La nouvelle est bonne. Et ce sont les ex-exilés qui en apprécient mieux la portée. Ce sont toutes ces actions qui participent de la cohésion nationale. Et c'est pourquoi, à cet instant précis, je voudrais lancer un appel solennel à tous ceux de nos camarades, à tous les Ivoiriens qui aujourd'hui sont encore en exil. C'est ici notre pays. C'est ici que nous devons nous développer pour faire progresser notre pays. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'il y en a encore. Mais si nous sommes ici, nous pouvons chercher à négocier pour que ces problèmes-là soient réglés. Bertin Kadé et Kakoubrou ne sont pas des exceptions, encore moins des privilégiés. La mesure concerne tous les fonctionnaires qui avaient fui le pays à l'occasion de la crise post-électorale, ont précisé les représentants du gouvernement. Bon, le président de la République nous a donné des instructions pour qu'on les réintègre, tous. Quand on revient d'exil, on ne va pas en prison, au contraire, on reprend le chemin du travail. Il y a 2 semaines, il y avait plus de 100 personnes qui avaient leurs documents de réintégration sur le bureau de M. le ministre de la fonction publique qui devaient les signer. Aujourd'hui, nous remettons symboliquement à ces 2 personnes en tant que figure emblématique. Ça va continuer, ça a commencé avant et ça continue. Un message qui sonne comme un appel de la patrie à ses enfants encore réticents à s'engager sur le chemin du retour. Sur les 300 000 personnes qui avaient fui le pays en 2011, il en reste environ 45 000, dont 21 000 au Libéria, 11 500 au Ghana, 2 500 au Togo et 7 300 en Guinée. Mettre en avant les contributions des femmes en vue d'éviter les conflits, c'est l'objectif visé par l'ONG Coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise. Cette organisation en a parlé lors d'une conférence à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à Salimata Dia, Tomagé Sambi. Conflits, guerres, menaces sécuritaires assorties de terrorisme, les étangs du fil à retordre. Mais ce contexte d'insécurité grandissante est impérieux pour tous. Ce jeudi à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, l'heure était aux échanges sur le sujet avec la coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise. Pour l'ambassadeur Terence Markerly, l'approche genre est à prendre en compte face à l'extrémisme violent. Une lutte efficace contre l'extrémisme doit impliquer chacun d'entre nous,
y compris les femmes. L'autonomisation des femmes est essentielle pour vaincre l'extrémisme violent. Nous devons renforcer les capacités des femmes et les impliquer pleinement et à tous les niveaux de la lutte contre l'extrémisme violent. À la paix comme à la guerre, les femmes veulent être dans le même bateau que les hommes. On constate même au niveau du CNS, qui est la Commission nationale de sécurité, il n'y a pas de femmes. Même si le travail est bien fait là-bas, mais il sera beaucoup plus pertinent s'il y a des femmes. Sens d'alerte, capacité d'écoute et de médiation, les femmes veulent mettre leurs atouts au service de la lutte contre la violence. Nous préconisons qu'il y ait des structures communautaires d'alerte précoce formées avec des femmes comme monitrices. Et donc, lorsque ces informations qu'elles ont au quotidien, quand elles collectent ces informations et qu'elles sentent la nécessité de porter cette information-là parce qu'il y a un risque potentiel, que ces informations-là soient portées, par exemple, au chef de la communauté, aux responsables de la police ou ce genre de choses-là pour que des actions qui ne dépendent pas d'elles puissent être prises. Des stratégies que les femmes du COFEM-CIREPC entendent porter au sommet des instances de décision pour une mise en œuvre et une action prometteuse. Sachez que le dimanche 7 août 2016, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Et le lundi 8 août 2016, le lendemain de la fête nationale, est aussi déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire en application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. C'est un communiqué du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Les acteurs du système de l'éducation nationale réfléchissent sur la matrice d'action prioritaire pour une politique de scolarisation obligatoire inclusive qui garantisse l'insertion socio-économique des jeunes. La réflexion se fait à Yamoussoukro. Léon Brou nous dit comment ils vont en assurer l'efficience. L'année scolaire passée, l'effectif des apprenants du primaire, par exemple, a augmenté de 14%, passant à 95,4% contre 87,8% en 2011. La scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans voulue par le président Alassane Ouattara a donc déjà rapproché l'école de la communauté. Reste que cette politique prenne en compte tous les enfants cibles, dont les 2 millions restés hors du système éducatif la même année et garantisse l'insertion socio-économique. Autant de questions auxquelles l'UNICEF invite à répondre. Cette réunion vise la définition du socle commun de connaissances et de compétences de base essentielles pour l'éducation et la formation d'une citoyenne. Réfléchissent aux côtés de la tutelle tous les ministères qui disposent d'offres d'éducation et de formation. Cette action concertée va assurer à la politique de l'école obligatoire du chef de l'État sa garantie. L'accès équitable à une éducation de base de qualité qui leur permette d'acquérir les connaissances et compétences indispensables à leur plein épanouissement. L'accès à une formation débouchant sur un emploi, ainsi que leur participation citoyenne au développement de la nation. Prioritaire pour l'efficience de la politique de scolarisation obligatoire, prise en charge des enfants hors du système éducatif, détection précoce des enfants en difficulté d'apprentissage, création de passerelles, contribution spécifique de chaque ministère. Au total, 4 jours ponctués de communication pour identifier ses voies et moyens. Des experts font l'état des lieux de l'ensemble des actions de mise à niveau du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en place par la Côte d'Ivoire. Cependant, des insuffisances ont été relevées et pour pallier ces insuffisances, des mesures correctives proposées par ces experts de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le reportage de Sephora Zegui. Le blanchiment de capitaux, une pratique peu connue de la population. Le blanchiment d'argent, c'est l'argent qui n'est pas propre. Je ne connais pas le blanchiment d'argent.
Le blanchiment d'argent est un délit pénal qui consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d'activités illicites telles que le trafic de drogue, les actes criminels, la corruption, la prostitution, le trafic d'armes et certains types de fraude fiscale. La Côte d'Ivoire a mis en place un cadre législatif, réglementaire et institutionnel qui a fait l'objet d'une évaluation par les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et des partenaires au développement en 2012. Depuis, les autorités ivoiriennes s'activent à combler les lacunes relevées il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, d'où la tenue d'un atelier de préparation d'un rapport d'évaluation. Ce qui nous a été reproché particulièrement, c'est de continuer à mettre notre dispositif national en conformité avec la Bible de la lutte contre le blanchiment de capitaux qu'on appelle les 40 recommandations du GIABA. Donc nous sommes conformes tantôt, partiellement conformes par ici et non conformes par ailleurs. Donc pour les recommandations où nous sommes non conformes ou partiellement conformes, il a été recommandé à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir améliorer cette notation. La Côte d'Ivoire présentera son 4e rapport de suivi au cours de la 26e réunion de la commission technique du GIABA prévue pour se tenir en novembre prochain. La baisse du coût du transport urbain est entrée en vigueur lundi dernier. Le transport urbain qui devrait baisser de 50 francs CFA, vous vous souvenez de cela, après une rencontre avec les membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Si dans certaines communes, les prix du transport ont connu une baisse, ce n'est pas le cas dans plusieurs communes. Perpétuement a participé à la conférence de presse donnée par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. 3 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification du transport à Abidjan, le Haut Conseil des transporteurs fait le point. Selon le directeur Ibrahim Diaby, le bilan est satisfaisant. L'ensemble des communes au niveau du district d'Abidjan s'emploient donc à faire en sorte que la mesure soit appliquée. Comme on l'a dit, nous continuons la sensibilisation et les réglages nécessaires à faire pour qu'elle soit appliquée à 100%. Certaines lignes n'appliquent pas encore le nouveau tarif. Pour cela, le Conseil du haut patronat a constitué un comité de suivi sur tout le territoire national pour sensibiliser et veiller au respect des tarifs retenus. Nous avons ce qu'on appelle des équipes de veille, composées des délégués communaux qui ont avec des troupes qui sont composées des chefs de ligne, des chefs de gare, des surveillants, pour que véritablement la question de la pédagogie soit vraiment de mise. Le Haut Conseil des transporteurs entend poursuivre l'action de sensibilisation pour le bien-être des populations. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a échangé avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Afoussiata Bamba Lamine a évoqué lors de cette rencontre les difficultés du secteur avec les patrons de presse. Sur la table aussi, la prolongation de l'aide de l'État à l'impression des journaux et l'entrée du GEPSI dans le capital des presse entre entreprises éditrices de journaux. Les lauréats des Oscars de la musique ivoirienne ont été reçus par la marraine de la cérémonie, Afoussiata Bamba Lamine, qui a remis 4 millions de francs CFA à ses valeurs de la musique ivoirienne. 4 millions de francs CFA. C'est le montant remis aux lauréats de la première édition de la cérémonie de distinction des Oscars de la musique ivoirienne par la ministre de la Communication. En sa qualité de marraine de la cérémonie, Afoussiata Bamba Lamine entend par ce geste transmettre les félicitations et encouragements du gouvernement à ses créateurs des œuvres de l'esprit. C'est un plaisir, on est très heureux d'être là parce que pour un groupe comme tout gars qui a commencé la musique en 2006, ce trophée est un encouragement pour notre détermination et on remercie tous nos fans. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique ivoirienne et aujourd'hui nous n'avons pas d'événement pour nous distinguer. Il était vraiment temps que cet événement arrive. Merci aussi à Madame le ministre qui a bien voulu aussi nous accompagner. Surtout je voulais dédier ce trophée à tous mes fans, tous ceux qui aiment Baïs Mito et surtout à tous mes pères qui sont
parti très tôt. On est vraiment considérés et d'être reçus par Madame la Ministre, vraiment ça fait chaud au cœur. Voilà. Juste pour dire que désormais on est des lauréates, donc il faut qu'on bosse encore plus dur. La Côte d'Ivoire est une référence sur le plan musical en Afrique. Et c'est pourquoi Afoussiata Bamba Lamine salue l'initiative d'une telle distinction. Grâce à vous, on connaît la Côte d'Ivoire et vous faites rayonner notre pays. Et pour moi, il était important que j'accepte donc de parrainer cette cérémonie. Le gouvernement est à vos côtés et que le gouvernement sait ce que vous faites. La première édition des Oscars de la musique ivoirienne qui récompense les meilleurs artistes du moment a permis de décerner 14 prix aux meilleurs chanteurs et 4 prix d'honneur. Dans un an, vont se tenir à Abidjan les 8e Jeux de la francophonie. Il faut mettre les bouchées doubles pour accueillir les participants à ces Jeux. Tout doit être fin prêt en juillet 2017. Le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie le sait. Il a donc visité les chantiers du canal au bois du Parc des Sports et du stade Félix Houphouët-Boigny. Pas de temps à perdre pour le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Moins d'une semaine après sa nomination, le ministre Robert Begré-Mambé effectue une visite de terrain. Une première visite qui le conduit au canal au bois, au parc des sports à Trècheville et au stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau. Objectif, se rendre compte de l'effectivité de l'avancée des chantiers. Au cours de cette visite, les techniciens du Bureau national d'études techniques et de développement BNET font le point des travaux effectués et informent le ministre sur ce qu'il reste à faire. Ayant pris le pouls de la situation, le ministre Robert Begré-Mambé promet de tout mettre en œuvre pour que la réalisation des infrastructures se fasse dans les délais. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. 11 athlètes ivoiriens participent au JO de Rio qui démarre le vendredi prochain. La délégation ivoirienne conduite par la tutelle s'est envolée ce soir même pour le Brésil. Ce sont 642 millions de francs CFA qui ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir ces athlètes. Salimata Dia, Gabriel Lazani. Les athlètes ivoiriens prêts à entrer dans les rangs des compétiteurs pour les Jeux olympiques de Rio 2016 prévus du 5 au 21 août. Ils sont 11 athlètes de 6 disciplines, notamment l'athlétisme, l'escrime, la natation, le judo et le taekwondo, qui devront défendre haut les couleurs du pays. 642 millions de francs CFA ont été déboursés par l'État pour leur participation. Un budget global qui prend en compte les athlètes, leurs encadreurs, les présidents des 6 fédérations sportives qualifiées, les officiels ainsi que la prime de participation qui s'élève à 103 millions de francs CFA. Selon le ministre des Sports et des Loisirs, le gouvernement attend une participation digne des athlètes ivoiriens. Le peuple ivoirien aujourd'hui est un peuple exigeant en bonnes nouvelles. Et il est rare de rencontrer des gens qui vous disent « Oh, vous n'allez pas revenir avec quelque chose ». Tout le monde vous dit « Revenez-nous avec 2, 3 ». Il y en a même qui sont exigeants, qui vous disent « Médaille d'argent, médaille d'or ». Moi, je dis, quelle que soit la couleur, ramenons une médaille. Ramenons-en 2. 240 millions de francs CFA avaient été décaissés et répartis entre les 6 fédérations concernées pour la préparation des athlètes. Ce mercredi soir, la délégation ivoirienne, forte de 50 personnes, accompagnée par le ministre François Amicha, s'est envolée pour le Brésil, d'où elle compte revenir triomphante. En Tunisie, Youssef Chahed est nommé Premier ministre après la destitution de Habib Essid. Le week-end dernier, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a chargé aujourd'hui même le ministre des Affaires locales Youssef Chahed de former un gouvernement d'union nationale. Il a désormais 30 jours pour le faire et il doit constituer un cabinet d'union nationale comme je viens de le préciser tout à l'heure. En Afrique du Sud, scrutin municipal, ces élections prennent des allures de test politique pour l'ANC, le parti au pouvoir, et pour le président Jacob Zuma, dont le second mandat est miné par les scandales de corruption. Les électeurs interrogés veulent un plus grand accès à l'éducation supérieure pour leurs enfants. Ils réclament aussi tous de meilleurs services publics. Pourtant, l'ANC conserve visiblement un soutien très fort parmi la population, même si certains veulent aujourd'hui exercer un
vote sanction contre le gouvernement lassé par les promesses non tenues. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.